On parlait de cette colère contre les commerçants chinois au pays de William Oruto. Nous sommes toujours avec nos chers invités, Firmin Tekou Agbo, Sana Veyuel, Komlan Sadio Etou et Prosper Agbokoulou. Prosper, tout à l'heure, vous avez voulu glisser quelque chose juste avant la pause. Non, je voudrais tout simplement faire savoir que oui, je suis d'accord avec Firmin quand il parle donc des réformes faites donc à l'époque donc par Robert Mugabe. Mais sauf que Robert Mugabe était venu en nationaliste pour, je dirais, combattre les inégalités. C'est-à-dire que quel que soit le pouvoir, comme on appelle la technologie que ces Blancs-là avaient, il y avait quand même suffisamment d'inégalités où les autochtones étaient chassés de leur terrain, de leur terre. Et je crois que c'est ce qui avait même, comme on appelle, obligé Robert Mugabe à l'époque, parce que n'oubliez pas qu'il y avait l'apartheid et ces inégalités-là, les Noirs étaient maltraités au profit donc du travail forcé que les Blancs leur imposaient. Donc je crois quand même que quelque part pour lui, c'est de régler le problème sur le plan social. Bien maintenant, vous savez, au-delà de ce qui peut arriver, c'est que les Blancs savent qu'ils ont toujours une autre façon donc de répondre. Ils ont torpillé, franchement, la politique de Robert Mugabe. Ce qui a fait que le truc n'a pas... C'est comme si ça marchait. Parce qu'ils savent que quand ils enlèvent tout, ils font... sur le plan économique, vous savez qu'à l'époque même, le dollar Zimbabwe donc, était complètement affaibli. Chuté complètement. Ils ont même, comment on appelle... On a vu la communication autour de cela dans l'Occident. Donc ce qui fait que, oui, je suis d'accord que ça a été, mais il y avait quand même Anguille sous roche. Donc Robert Mugabe, en nationaliste, a voulu tout simplement renationaliser les terres et donner donc la possibilité à ses compatriotes de pouvoir exploiter leurs terres qui leur ont été donc spoliées à l'époque. Donc c'était ça le problème de l'apartheid qu'il voulait donc régler. Maintenant on n'a pas voulu l'aider et je crois quand même que c'est ce qui a fait que ça s'est effondré. Voilà. Ouais, quelqu'un veut ajouter quelque chose? Oui, si vous le permettez, vous savez, le débat devient intéressant dans la mesure où il y a ce problème de blanc, noir qui revient toujours. Moi je me demande si Nelson Mandela, que je n'affectionne pas trop, sacré firme. S'il n'avait pas laissé les Blancs à leur place... Prix Nobel de la paix. Ouais, prix Nobel de la paix. Comme Barack Obama. Vous n'aimez pas les bons, on dirait. Non, je ne l'affectionne pas trop parce qu'en réalité, il n'a fait qu'accomplir la politique des Blancs, en réalité. C'est après que peut-être certains Noirs s'en sont aperçus. Mais s'il n'avait pas eu l'intelligence, excusez-moi entre guillemets, de n'avoir pas laissé les Blancs à leur place, êtes-vous sûr que l'Afrique du Sud serait ce qu'elle est aujourd'hui? D'ici Mandela, quand il est arrivé au pouvoir en 1994, il dit « Je ne veux plus les Blancs à leur place, alors quitter le pays, sortez du pays, les pôles économiques, libérez-les, nous-mêmes, on va s'en charger. » Est-ce qu'on serait à ce niveau-là aujourd'hui? Mais qu'est-ce que Mandela a fait? Il dit, non, je laisse les Blancs à leur place, mais chers amis, chers frères et sœurs, continuez pas à vous instruire. L'éducation, c'est la clé. Si par exemple, en ce moment, dans les années 80, Robert Mugabe, un bon nationaliste, dit, les gars, vous savez, ces Blancs que vous voyez, ils ont fait pour nous. Ce que nous allons faire, mais alors nous allons... pour eux, ils n'ont rien fait pour eux. Non, écoutez, moi je vais dire... Ils sont venus faire pour eux. Oui, ils sont venus pour... Mais les Africains en profitaient. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de revoir nos tests pour que les justices soient combattues, pour que les inégalités soient combattues. Et petitement, les choses allaient marcher. Mais c'est là, il l'a fait de façon brutale et aujourd'hui, le pays s'est demandé. Sékou Touré a fait la même chose. Nous voyons la Guinée qui nous a laissé. Ce que les Africains font là, mais je pense que c'est de l'émotion qui n'a ni tête ni queue. Regardez ce que Mandela avait dit. Lorsqu'il est sorti de prison en 1990, il dit, oh, j'ai sillonné le pays, mais regardez, mais nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que dire merci. Nous disons merci à nos frères blancs d'avoir construit le pays pour nous. Aujourd'hui, en 16 années, dans 27 ans, on a aujourd'hui de grandes universités, de grands hôpitaux, de grandes nouvelles routes. Regardez comment ils ont transformé le pays. Nous ne pouvons que leur dire merci. Je pense que... Ce sont des propos politiques.
Il faut être rationaliste. Purement politique, C'est selon vous. purement politique. Il faut être rationaliste. Moi, je ne suis pas trop dans l'émotion. Oui. C'est pour cela que, la manière dont nos frères maliens, certains de nos frères maliens se comportent, c'est la même chose, c'est la même méthode qui a été adoptée dans les années 80 et dont les résultats ne l'ont jamais fait. Donc, dans la politique que mènent les Alors, Sana, ce que Firmin a dit, c'est ce qu'on remarque. Aujourd'hui, on peut dire simplement que ce ne sont plus forcément seulement les Français. Non, ce qui est quand même dommage, c'est que l'homme noir aime bien se victimiser. Après, les Occidentaux, les Français, les Américains, aujourd'hui, on en est à se plaindre des Chinois. Demain, ça va être forcément les Russes et les Turcs. Demain, on se plaindra des Russes. Je ne crois pas. Moi, j'y crois fortement. Non, je ne crois pas. J'y crois fortement parce que en fait, Les Russes vont te dire. l'homme africain, en général, laissez-moi développer. Ouais, allez-y. Parce que moi, mon inquiétude, c'est que nous déplaçons les problèmes pour les remplacer par d'autres. En réalité, ce que Firmin a dit d'intéressant, dans ce que moi j'ai su capter, c'est que au lieu de chercher le savoir-faire, parce que c'est le savoir-faire qui produit le développement, c'est-à-dire l'éducation. Au lieu que les gens réfléchissent à se dire, qu'est-ce qui fait que les Chinois, leurs prix sont plus compétitifs? Pensons à faire mieux que les gens souhaitent que l'État les chasse. Voilà, on veut déplacer des problèmes. Alors que c'est un problème d'organisation de leur chaîne logistique. Au lieu de réfléchir comment, bon, c'est parce qu'eux, ils ont la capacité de frappe financière d'acheter directement à l'usine. Alors, comment nous mettre à 10, à 20, on achète et puis on bénéficie des économies d'échelle. Laissez-moi développer. Sinon, vous ne comprendrez pas ma logique. Au lieu d'acheter à 10 et bénéficier des économies d'échelle et être compétitif, ils n'ont réfléchi. On veut que l'État vienne, il les chasse. Au lieu d'acquérir le savoir-faire pour acheter les armes, acquérir le savoir-faire pour être compétitif sur le plan du renseignement militaire, appelons les Russes, ils sont bons, mais on déplace nos problèmes, on les remplace par d'autres problèmes qui nous rattraperont plus tard. Et moi je le dis, tant qu'on ne va pas réfléchir nous-mêmes à trouver des problèmes endogènes, à des solutions endogènes à nos problèmes, on s'en va, on importe des solutions. Après, ça nous rattrape. Oh, aujourd'hui, c'est les Français qui ne font pas plus l'affaire. Aujourd'hui, c'est peut-être les Chinois. Les Chinois. Demain, ce seront les Russes. Les Turcs. C'est-à-dire, finalement, l'Africain, on dirait que lui-même, il se dévalorise. Jamais il ne se sent porteur de solution. Si ce n'est pas les Français, oh, c'est les Russes, c'est les Chinois. Jamais on ne s'assoit pour réfléchir. Nous-mêmes créons nos propres solutions et on serait dépendants. Les gens applaudissent parce qu'on change les Français par les Russes. Les Chinois viennent. Après, mais où va-t-on? Et puis on est fiers de se dire panafricanisme. Non, cessons d'être ridicules. Utilisons nos matières grises pour trouver nos solutions. Alors, Prosper, vous cessons de rejeter nos problèmes sur les autres. Non, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde, dans deux mondes différents. C'est sûr, moi en tout cas, dans le mien, bien sûr. On différent, c'est sûr. On n'apprécie pas les choses à leur juste valeur. Qu'est-ce qu'il faut apprécier ici? Qu'est-ce qu'il faut? Vous parlez de l'éducation. Qui met en place le système éducatif? Est-ce que les Africains sont libres? Voici, Assimi Goïta dit, laissez-nous mettre en place notre système. Ce sont les réelles préoccupations. Ce sont les réelles préoccupations. C'est-à-dire qu'on est soumis au programme de l'UNESCO, on est soumis au programme de PAM, on est soumis à quelques problèmes. Mais quand la Chine, à un moment donné, a décidé de vivre en état de développer ses propres valeurs. Oui, je ne refuse pas. C'est une volonté interne d'abord. C'est cela. Est-ce que vous pensez que les Africains n'ont pas cette volonté interne? Alors, est-ce qu'ils sont préparés à cela? Voilà le problème. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a un temps pour se préparer à cela? Mais on décide de le faire. On est assujetti à la mode dictatoriale occidentale. Regardez ce qui se passe quand quelqu'un décide de prendre son destin entre ses mains. On l'avertit, on lui dit non, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Ce qui se passe au Mali? Ça se passe les Français sont partis. Ils sont partis là-bas aussi. Qu'est-ce que Macron est en train de dire? Regardez le discours flatteur qu'il a dit prononcé la dernière fois. Moi, ça m'a fait rire. Comment est-ce que vous pensez? L'assassin revient toujours sur le lieu de crime. C'est l'assassin. Ça dit que les gouvernements français successifs sont des assassins. Mais là, vous parlez souvent des Occidentaux. Ici, ce sont les Chinois. On parle de la Chine. Je dis, Chinois. Les Chinois, ce n'est pas inquiétant. Mm. Vous savez, il y a un certain nombre de problèmes sur lesquels nous devons nous assujettir. Et si ces problèmes-là arrivent, il faut trouver leur origine. Depuis
les Chinois n'ont pas été colonisés. Nous souffrons de la colonisation, de l'impérialisme, de tout ce que ça concerne l'esclavage. Vous voyez à peu près. Donc, nous, on n'a pas eu le temps de réfléchir. Le temps de réfléchir, on nous bastonne, on embastille, on nous jette en mer. Donc, moi, je dis, oui, c'est aujourd'hui. Oui, je suis d'accord. Oui, je dis... Monsieur Prosper, oui. Est-ce que vous savez qu'en 1989, oui, le PIB du Togo, ça a dépassé un peu celui de la Chine? Vous savez ça? Oui, et pourquoi ça est D'accord. C'est-à-dire, nous avons été colonisés. Oui. Ça veut dire qu'il y a un problème avec nous d'abord. Non, le problème c'est nous d'abord. Écoutez, c'est ça le problème. En 89, on a imposé à la boule, on dit fête de la démocratie. La même année, en Chine, il y a eu on n'avait pas assez de jugeotes pour savoir que j'ai dit, la même année, il y a eu le scandale de la place Tiananmen en Chine. Les Chinois sont sortis pour comment on appelle, réclamer la démocratie, mais le pouvoir chinois a complètement refusé. Et c'est ça. Je crois quand même qu'il y a une façon de conceptualiser les choses. Ici, en Afrique, nous sommes colonisés. La Chine étant indépendante... Toi, tu es colonisé dans ta tête? Nous sommes colonisés. Est-ce que toi, tu es colonisé? Moi, je ne suis pas colonisé dans ma tête. Non, nous sommes colonisés. Moi, je ne le suis pas. Alors, non, quand tu parles français... Non, moi, dans ma tête. Oui. Ce que je dis, je peux le dire en mina. Je peux le dire en mina. C'est pas parce que je m'exprime en français que je suis colonisé. Je suis désolé. Et que les Chinois adoptent sa langue nationale. Les Chinois commencent en anglais. Mais tout se fait d'abord chez eux. Vous savez, moi, je veux juste... Vous savez, les Africains qui ont voulu avoir du temps et tout l'espace géographique pour pouvoir développer le pays ou leurs espaces, on les a vus à l'œuvre. Dans les années, on a demandé des indépendances, on a vu les Africains qui ont été élus à la tête de leurs États, nous avons vu les résultats. C'est là où il y a plus de corruption, c'est là où il y a plus de gabégie, c'est là où il y a plus de bêtises dans certains pays. Moi, je me rappelle avoir, je faisais une licence en anglais à l'époque, j'étudiais la littérature africaine anglophone. Il y avait un roman qu'on avait lu à l'époque qui s'appelait qui était titré The Future Leaders. Mais quand vous lisez ce roman, vous allez regretter. C'est-à-dire les Africains qui veulent avoir de l'opportunité pour pouvoir développer leur pays, on leur en donne, c'est-à-dire l'opportunité, ils végètent dans des bêtises. Regardez juste un petit exemple avec Mandela. Depuis que les Blancs sud-africains ont laissé le pouvoir politique aux Sud-Africains, vous voyez comment la corruption s'est accaparé du pouvoir politique. C'est installé. C'est tellement installé. La plupart des présidents... Thabo Mbeki, Jacob Zuma et l'actuel Cyril Ramaphosa, et qui sont tous imbibés, trempés dans des actes de corruption. C'est-à-dire ce que les Africains sont en train de dire là, moi je ne suis pas d'accord avec eux. La meilleure des choses, changeons de paradigme. Allez, on va changer de paradigme et on refuse que nous le changions. Alors on va filer. Il y a une chose que vous avez toujours contestée ici ou bien dénoncée, ce sont les élections dans les pays africains. Prosper Agboklou, il y a eu élection au Nigeria où Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir dans ce pays, va succéder à Muhammadu Buhari en tant que président. Après 4 jours de décompte, il a obtenu ce mercredi 1er mars le plus grand nombre de voix à la présidentielle. La Commission électorale nationale, INEC, a confirmé sa victoire, le candidat ayant également obtenu 25% des voix dans au moins 2 tiers des 36 États de la fédération ainsi que le territoire de la capitale Abuja. On va suivre cet élément réalisé par la rédaction Info de New World TV. On revient pour la suite avec vous, chers invités. Un large sourire affiché par Bola Tinubu, le candidat du parti au pouvoir et le président au premier tour de scrutin de samedi, selon la Commission électorale nationale. Ici au QG de son parti, Congrès des progressistes, APC, les partisans exultent. Le dauphin de Muhammadu Buhari, le président sortant, a remporté haut les mains avec 8,8 millions de voix, loin devant ses 2 principaux adversaires. Bola Tinubu, le 16e président élu du Nigeria,
exprime sa reconnaissance et appelle à l'unité. To you, they want to hear that announcement has been made. Je suis profondément humble que vous m'ayez élu pour servir en tant que 16e président de notre pays bien-aimé. C'est un moment brillant dans la vie de tout homme et une affirmation de notre existence démocratique. Je suis fier de vous servir, d'être votre serviteur et non votre leader, de travailler avec vous et de faire du Nigeria un grand pays. Je profite de cette occasion pour lancer un nouvel appel à mes collègues candidats pour que nous fassions équipe ensemble. C'est la seule nation que nous ayons. This is a shining moment in the life of any man and affirmation of our democratic existence. Aussitôt, ce résultat donne un vainqueur au candidat du parti au pouvoir dès le premier tour annoncé, l'opposition est montée au créneau pour réclamer l'annulation du scrutin. Of the court. It's already very glaring to all Nigerians. Il est déjà très clair pour tous les Nigérians, sauf si nous faisons semblant de le faire ici, que cette élection n'est pas vraiment juste et crédible. Il est évident pour tous les Nigérians que cette élection est déjà compromise. Par conséquent, si c'est ce que souhaite chaque Nigérian et si c'est l'opinion de tous, la meilleure chose à faire est de rectifier le tir et de bien faire les choses. What has been done and have it done properly. À 70 ans, l'ancien gouverneur de Lagos, surnommé le parrain à cause de son immense influence politique, accède à la plus haute fonction du pays. Il succède à Muhammadu Buhari, qui s'est retiré après 2 mandats comme le veut la Constitution. Le nouveau président aura la lourde tâche de redresser le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, plombé par une économie en berne, un fort appauvrissement de la population et les violences récurrentes de groupes armés. Bola Ahmed Tinubu, c'est le nom du nouveau président du Nigeria qui affiche son humilité. Il est très fier de servir son pays, le Nigeria. Il veut servir ce pays et faire de ce pays un grand dans le concert des nations. On a suivi également la réaction de Julius Aboré, président du Parti travailliste. Alors, Sana Sadio, ces résultats sont proclamés et l'opposition conteste déjà. Ma première question, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Je vais parler bien sûr de l'opposition dans la contestation. Non, naturellement, c'est ce qu'on souhaite, et qu'on aille jusqu'au bout avec des éléments, des arguments, ainsi que les preuves qui vont avec. Parce que c'est un balai auquel on est assez habitué en Afrique. Et même avant la proclamation des résultats, il y en a qui contestent déjà, ou bien il y en a déjà qui se félicitent. Et c'est un balai bien connu. Mais en toutes circonstances, il faudrait que la raison puisse prévaloir sur les sentiments. Dans ce sens qu'il faut que les oppositions aillent jusqu'au bout de leur démarche. S'il y a eu des fraudes, des irrégularités qui sont de nature à remettre en cause les résultats. Parce que, vous savez, c'est cette terminologie-là qui est souvent utilisée dans les rapports des commissions électorales nationales ou bien des missions d'observation électorale. C'est vrai qu'on peut estimer ou bien on peut constater qu'il y a eu effectivement des irrégularités. Mais quand on essaie d'évaluer le poids de ces irrégularités par rapport, c'est-à-dire aux résultats des autres, on se dit que même en enlevant, en retirant ces irrégularités-là, cela ne remettrait pas en cause l'ordre d'arrivée, c'est-à-dire les résultats de tout un chacun. Donc on estime que oui, certes, il y a des irrégularités, mais l'ampleur de ces irrégularités ne pourront jamais changer les voies et la position d'arrivée de tout un chacun au niveau du décompte des voix. Donc c'est pourquoi on dit que, quoi qu'il en soit, les résultats sont tels quels. Maintenant, si vous avez des éléments qui sont de nature à prouver que ces irrégularités
si on en tiendrait compte, vous ferez élire président alors qu'il aille jusqu'au bout. C'est tout ce que l'on peut souhaiter. Ici, je suis désolé, nous n'avons pas fait partie des missions électorales pour le compte des élections au Nigeria. Mais tout ce que moi je souhaite, c'est que si des gens ont des éléments en leur possession qui permettent de remettre en cause ces résultats-là, qu'ils dépassent la phase des annonces, la phase des conférences de presse pour utiliser les voies de recours que la loi permet pour tout candidat de remettre en cause, de, comment dit-on, comment on les appelle, de disposer d'utiliser leur voie de recours pour contester ces résultats. Alors, Bola Ahmed Tinubu recueille, selon l'INEC, 8,8 millions de voix. Il devance ses principaux rivaux, Atiku Abubakar du PDP, avec 6,9 millions de voix, et Peter Obi du Parti travailliste lui recueille 6,1 millions de voix. Alors, Prosper Agbokoulou, quand on voit par exemple Atiku, je vais parler de Peter Obi du Parti travailliste, qui gagne dans l'État de Lagos. Pour certains déjà, il est l'homme de la situation, l'homme de la jeunesse. C'est le contraire qu'on a vu finalement. Les gens dénoncent des fraudes, on peut aussi les comprendre parce que l'INEC n'a pas véritablement fonctionné. On comptait sur le report, ou bien la transmission, j'allais dire, des voix par voie électronique, ce qui n'a pas eu lieu. Non, vous savez, on a hérité tout ça d'où? Quand moi j'ai écouté Bola Tinubu qui appelle les autres à venir travailler, pourquoi alors aller aux élections? Autant trouver un modus vivendi et éviter les élections. Les élections, comment on appelle, les débandades, les confrontations. Il y a même des irruptions dans des bureaux de vote où les gens sont venus en armes. Vous voyez quelle pagaille les élections créent en Afrique? Quelle pagaille ça crée. Quand est-ce que vous avez déjà appris qu'en France, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, les élections... on a vu la pagaille. On copie la France. Non, on va rester colonisé. Donc maintenant, on doit copier la France. Moi, je dis... Je crois que tu comprends à l'envers. C'est-à-dire que l'opportunité des élections, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que pour moi... Ce qui se passe, c'est la monarchie qu'on doit installer. Pour moi, même si la monarchie doit faire gagner, doit être comment on appelle, la solution idoine pour pouvoir tranquilliser sur le plan social, tranquille sur le plan social. Moi, je dis, c'est bien. Quand on se vautre un peu dans les élections, dit, M. Bola Tinubu, il sait ce qui doit arriver avant les élections, et on encense les gens, on fait, comment on appelle, on produit des émotions. Donc vous voulez dire tout cela a été porté par les Occidentaux. On a copié les élections où? Quand on parle de constitution, les constitutions sont arrimées nos constitutions sont arrimées à quoi? Au rite occidental. Regardez, lisons nos constitutions pour voir la différence, par exemple, pour les pays francophones, pour voir ce que... Aller vers les pays anglophones pour voir ce que ça donne. Je crois quand même que nous ne sommes pas dans nos réalités. Je suis aussi navré que les collègues pensent que tout doit venir de là. Parce que si nous ne disposons pas de nous-mêmes, les élections apportent quoi? Des tonnes de morts, je dis tonnes, des tonnes de morts. Des gens meurent, des gens sont complètement, comment on appelle, calcinés dans leur esprit, et on va à la vengeance. Qu'est-ce que ça apporte? Et aujourd'hui, on conteste, et à chaque fois en Afrique, quand les élections finissent, c'est la contestation. Donc, au lieu de repenser la chose, et ça apporte quel développement? Boiry est parti après 2 mandats de 4 ans. On me dira qu'il est démocrate. Quel est ce mot-là? Ce mot de démocratie, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que Bola Tinubu viendra avec ses hommes pour gouverner. Et ces hommes-là ont leur avantage. Chaque clan qui arrive avec tout son Bataclan derrière. Et tous ceux qui sont là aujourd'hui, vous allez voir le Premier ministre qu'on va nommer. Alors que Bola Tinubu est du parti All Progress Congress.
Il est du parti du président Buhari qui est sorti. Et vous voyez à peu près, on me dit que la démocratie, c'est comment on appelle, le changement politique. C'est un changement qu'on apporte vis-à-vis. Vous ne voyez pas de changement. Il n'y a pas de changement. Qui est parti? C'est Buhari. Buhari est parti, c'est son parti qui reste encore. Donc c'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie pour moi. Au Niger, et l'autre est parti. Issoufou est parti. Bazoum est arrivé. On fait tout pour que son parti reste au pouvoir. Pour moi, c'est de la monarchie. C'est de la monarchie. Non, il faut plutôt conserver la monarchie en Afrique. Et moi, je crois quand même, en cela, on aura la paix. On aura la paix. On n'aura plus de ces grabuges-là où on tue les gens, où on arrache les urnes, on vient on dépense beaucoup également pour les élections. Oui, Firmin Agbo, votre regard sur les élections au Nigeria? J'ai suivi avec intérêt Prosper Agboklou. Pour une fois, je peux être d'accord avec lui sur un point. C'est-à-dire la démocratie, les élections, on n'a pas besoin pour le moment. Parce que ça nous bouffe. La démocratie est tellement coûteuse. C'est un luxe au fait. C'est-à-dire les pays pauvres peuvent prendre un certain nombre de valeurs dans la démocratie pour aider à construire, ou aider à se construire, je parle des pays pauvres, mais en ce qui concerne les élections, c'est tellement coûteux. Vous imaginez, quand vous voyez que de 90 à aujourd'hui, vous voyez combien d'élections on a organisées en Afrique, c'est des milliards de dollars. Mais est-ce que véritablement ça a contribué? Ça n'a rien donné. Ça a contribué au développement du continent africain? Rien. Ça fait déjà... Retour à la monarchie comme Prosper propose? Non, pas la monarchie. Mais comment ça va se faire? Oui, on peut trouver... Est-ce que les gens vont accepter cela? Ça aussi, ça oui, c'est ça en fait. Sauf que, le problème africain, le problème de nous, Africains, c'est qu'on n'arrive pas à être réaliste. C'est-à-dire, on est tellement dans l'émotion qu'on dit non, c'est l'autre qui a mon problème et puis c'est fini, on ne réfléchit plus. Je suis dedans, je parle de nous, Africains. Regardez, le Nigeria, première puissance économique du continent africain, près de 230 millions d'habitants. Première chose, ils ont fait l'élection le samedi et ils ont attendu 4 jours à 5 jours plus tard avant de pouvoir proclamer les résultats. Vous imaginez. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas les moyens pour le faire comme dans certains pays occidentaux. C'est compte tenu des difficultés. Normalement, ce n'était pas ce qui était prévu. Oui, compte tenu des difficultés. La première puissance économique en Afrique qui n'arrive même pas à proclamer les résultats le même jour, ça veut dire qu'ils ont failli. Ça veut dire qu'en réalité, cette histoire de première puissance économique, moi je me demande si sur le plan technologique, ils ne sont pas première puissance économique et première puissance technologique en Afrique. Et pour les opposants, c'est sciemment fait pour frauder les élections. Oui, c'est pour dire, en réalité, les Africains, ils disent une chose et son contraire. Et je peux aussi être encore d'accord avec Prosper Agboklou. En réalité, Buhari est parti, mais il a maintenu son dauphin. Buhari est toujours là. Buhari est toujours là. C'est son homme qui a gagné. Il maintient son dauphin. N'oubliez pas, Tinubu, c'est un gars qui a fait les États-Unis. Il est arrivé aux États-Unis en 1975. Donc, il a fait beaucoup les États-Unis. Donc, c'est quelqu'un... Les États-Unis constituent... le Nigeria constitue un pilier très important pour les États-Unis en Afrique de l'Ouest. Donc, on ne laisse pas ça à n'importe qui. Le Nigeria, le Libéria, c'est des contrées américaines. Donc, on ne laisse pas ça à n'importe qui. Donc, on aurait peut-être dit à Buhari, fais tout pour rester toujours en esprit. Alors, vous le permettez, on va marquer la pause pour le journal. Et on revient pour la suite. Si vous le souhaitez, on va un peu parler encore du Nigeria avant de filer au pays de Assimi Goïta.